Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le moment est effectivement venu de retrouver Franck Ferrand sur Europe 1 pour une émission qui aujourd'hui va nous parler d'actualité autant que d'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous en avez sans doute entendu parler cet été. On a célébré le 16 juillet le 70e anniversaire de la rafle du Veldiv. Le nouveau président de la République a même fait un discours pour la circonstance, discours qui a été critiqué par certains historiens. Il m'a paru utile de revenir aujourd'hui en détail sur cet événement historique. Et vous avez convié pour la circonstance des invités prestigieux. Mais oui, chère Julia, et nos invités sont d'ailleurs toujours prestigieux. Vous avez remarqué qu'avec notre nouvelle formule, ils sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Nous attendons évidemment vos réactions sur le site internet d'Europe 1. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'était les 16 et 17 juillet 1942 dans le cadre de l'opération Vent printanier mise en place par les nazis dans plusieurs pays d'Europe. On arrêtait à Paris 13 152 personnes, essentiellement des juifs étrangers ou apatrides pour ce qui est des adultes. Enfin, quand je dis à Paris, d'ailleurs, on verra que c'est dans une région un peu plus large que cela. Précisons qu'il y avait parmi eux 4115 enfants. Tous ces juifs ont été déportés et pour la plupart exterminés. Or, aucun enfant n'a survécu et moins de 100 adultes en tout. L'événement est resté sous le nom de rafle du Vélodrome d'hiver ou de rafle du Veldiv. À propos des arrestations, je viens d'employer le pronom indéterminé « on ». C'est toute la question de cette affaire car ce sont des policiers et des gendarmes français, plusieurs milliers de policiers et de gendarmes qui ont procédé à ces arrestations. Aussi, la rafle du Veldiv cristallise-t-elle la culpabilité française à l'égard des juifs martyrs du nazisme. En 1995, le président Chirac a prononcé un discours historique, au demeurant controversé. C'était en effet la première fois qu'un chef d'État français reconnaissait la responsabilité du pays dans la Shoah. Or, le 22 juillet dernier, le président Hollande a enfoncé le clou. Ce crime, a-t-il dit, a été commis en France par la France. Ce qui n'a pas empêché Alain Michel, qui est docteur en histoire, de relever des erreurs, dit-il, dans le discours du président de la République. Nous y reviendrons tout à l'heure. En compagnie d'Alain Vincenot, nous allons redresser aussi un certain nombre d'idées fausses et nous mettrons l'accent sur toutes les belles actions qui ont été faites pour protéger et pour aider des juifs dans cette époque affreuse. Et puis, c'est évidemment la dimension humaine du drame qui nous intéressera aujourd'hui, notamment dans le récit que je vous proposerai à 13h30 comme d'habitude. Avant cela, j'ai l'honneur de recevoir à ce micro, pour nous aider à faire le point sur ce moment d'histoire, le président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, Monsieur Serge Klarsfeld. Bonjour Serge Klarsfeld. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de cette rafle du Veldiv. Alors, j'aimerais qu'avec vous, nous essayions d'y voir un peu plus clair, que nous détaillions cette affaire. Dans un premier temps, il faut bien expliquer que tout est né d'un accord qui a été passé entre les autorités allemandes d'occupation et le gouvernement de Vichy, le gouvernement du maréchal Pétain. Tout à fait. Cet accord a été passé le 2 juillet, a été entériné le 3... Donc on est en 1942. Et a été entériné le 3 juillet par Pierre Laval, chef du gouvernement, et par le maréchal Pétain, chef de l'État français. Et cet accord stipulait que les opérations seraient menées en zone occupée par la police française, exclusivement par les forces de police françaises. Et d'ailleurs, dès le 16 juin, Bousquet, chef de la police de Vichy, avait conclu un accord avec le général Auberg, chef des SS et de la police allemande, pour livrer 10 000 juifs de la zone libre, 10 000 juifs considérés comme apatrides, c'est-à-dire ex-allemands, autrichiens, polonais, russes et tchèques qui n'avaient plus de gouvernement. Et cet accord, évidemment, entraînait l'acceptation par Vichy d'arrêter en zone occupée
les Juifs par la police française, puisqu'en zone libre, il n'y avait pas d'Allemands, et qu'arrêter 10 000 Juifs apatrides en zone libre signifiait les arrêter par la police française. Évidemment. Alors vous venez de résumer toute l'histoire et de mettre déjà l'accent sur toutes les distinctions entre zone libre et zone occupée, entre juifs français et juifs apatrides. Nous y revenons avec vous. Dans un instant, nous allons creuser toute cette affaire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avant de retrouver le récit de Franck sur Europe 1, nous revenons aujourd'hui sur les circonstances de la rafle du Veldiv. Nous posons en quelque sorte des repères en compagnie de votre invité, Serge Klarsfeld, président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France. Alors Serge Klarsfeld, j'aimerais qu'on revienne sur la politique antisémite du régime de Vichy. Il faut le dire, très tôt. Dès l'automne 1940, des mesures sont prises déjà. Tout à fait, le 3 octobre 1940, et disons à l'initiative du maréchal Pétain lui-même, qui corrige le statut et qui l'aggrave. Il y a un statut des Juifs qui concerne essentiellement les Juifs français et qui les prive de toute possibilité de participer à la fonction publique, etc. Et puis le 4 octobre, il y a une loi encore plus dure qui s'applique aux Juifs étrangers et qui donne la possibilité à tous les préfets d'arrêter les ressortissants étrangers de race juive, et donc une définition du juif par la race qui est donnée par les autorités françaises. Et les préfets ne se privent pas, et les premiers camps pour juifs sont installés en zone libre, et des dizaines de milliers de juifs étrangers sont internés, et des milliers d'entre eux mourront d'ailleurs pendant l'hiver 40-41 et 41-42 des suites de l'incurie, de la corruption et du fait de la mauvaise alimentation et le froid également qui joue un grand rôle. Donc Vichy recense les Juifs à la demande des Allemands, en 40 en zone occupée, en 41 en zone libre. Vichy spolie les Juifs, les discrimine, et lorsque nous arrivons à l'été 1942, les Allemands demandent les Juifs pour les déporter. Et à ce moment-là se pose à Vichy le problème: que faut-il répondre aux Allemands qui nous demandent la déportation? Et si les Juifs meurent dans les camps en France, au pied des Pyrénées, dans un territoire où il n'y a pas d'Allemands, qu'est-ce qui va se passer là où on va les déporter, au centre de l'Europe? Le climat n'est pas meilleur et les gardiens allemands ne seront pas meilleurs que les gardiens français. Donc c'est une destination pleine de dangers, et il est évident que Vichy, à ce moment-là, a pris ses responsabilités en priorité contre les Juifs étrangers. Voilà, c'est ça. Parce que les Allemands demandent 40% de Juifs français pour la rafle qu'on appelle rafle du Veldiv. Je fais juste une petite précision pour nos plus jeunes auditeurs. Vous savez bien qu'à cette époque, donc pendant l'occupation, en tout cas jusqu'en novembre 42, il y a deux parties de la France. Il y a toute une grosse partie du sud-est de la France qui est donc appelée la zone libre, avec le gouvernement direct du maréchal Pétain à Vichy. Et puis il y a dans le nord du pays et tout l'ouest, toute la côte atlantique, cette zone donc occupée. Alors je ferme cette parenthèse. Vous avez vous parlez de cette distinction entre juifs français et juifs apatrides, ceux qui ne sont protégés par aucun gouvernement. C'est un peu un paradoxe, puisque d'un côté, vous nous avez expliqué qu'il y avait eu une politique antisémite du régime de Vichy, et en même temps, on voit l'administration de Vichy essayer de protéger les juifs français. Est-ce qu'on peut dire ça? Elle se rend compte de ce qui va se passer, et que beaucoup de juifs qui seront déportés n'échapperont pas, disons, à une fin brutale. Et elle essaye de mettre en seconde ligne les juifs français. Mais la meilleure, et là il faut insister, le meilleur moyen de défendre les juifs français, c'était de refuser d'arrêter les juifs
étrangers. Ça aurait été plus simple. D'ailleurs, l'accord qui porte, disons, en fait, ce que Bousquet a négocié avec l'accord de Laval et de Pétain, c'est nous vous donnerons le même nombre de têtes, mais ces têtes seront apatrides et non françaises. Or, ça a été violé immédiatement parce que les résultats de la rafle ont été insuffisants par rapport aux espoirs des Allemands. Au lieu de 22 000 adultes dans la région parisienne, on arrête 9 000 adultes. Mais on arrête également leurs 4 000 enfants, 4 115 enfants, dont les 3/4 sont déclarés français à la naissance et donc de nationalité française. Et là, alors, on met en avant un prétexte humanitaire, on va déporter les enfants avec les parents. Mais les Allemands répondent tout de suite, c'est pas possible parce qu'on n'a pas le feu vert de Berlin pour déporter les enfants. Oui. Et donc, comme nous avons des trains, 3 trains par semaine, il faut les remplir et nous ne pouvons les remplir au bout d'un court délai, après avoir déporté les couples sans enfants et les célibataires, qui eux sont internés à Drancy. Eh bien, les parents qui sont à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers dans les camps du Loiret avec leurs enfants, eh bien, ces parents seront déportés avant les enfants. Et donc on se retrouve avec ensuite Laval, 2 semaines après, quand les enfants sont déportés dans des conditions abominables, mélangés aux juifs qui arrivent de zones libres, eh bien Laval dit au Conseil des ministres, j'ai obtenu que les enfants soient amenés à leurs parents, comme si c'était quelque chose une victoire qu'il avait quasiment une mesure obtenue. Humanitaire. Ouais. Or, il a déporté déjà donc 3 000 enfants et jamais les autorités de Vichy ne demandent aux Allemands qu'est-ce qui s'est passé avec ces petits Français. Et d'ailleurs, dès le mois de septembre... Ce sont des petits Français qui sont eux-mêmes des enfants de juifs apatrides. Oui, mais ils sont nés en France. Mais ils sont nés en France, donc ils sont français. Et les parents les déclarent tout de suite français parce qu'ils veulent eux-mêmes obtenir la nationalité française si les enfants sont français. Donc tout le monde, à la naissance, court déclarer son enfant comme français. Ce sont des petits Français et ces Français sont mis à mort avec la complicité active de Vichy. On ne sortira pas de cette réalité, quels que soient les arguments. Avec la complicité active de Vichy, et donc avec administrativement la police, évidemment, les policiers et les gendarmes français qui viennent faire les arrestations. Toujours des policiers et des gendarmes français. En 1942, les Allemands interviennent très rarement, parfois à l'est, parfois à l'ouest de la France, mais ils interviennent très très peu. Franck Ferrand sur Europe 1. Et en attendant le récit de Franck, nous vous retrouvons avec votre invité aujourd'hui, Serge Klarsfeld, président de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Je vous rappelle que nous nous intéressons cet après-midi à la rafle du Veldiv. Tout le monde connaît Serge Klarsfeld et l'extraordinaire travail qu'il a mené depuis tant d'années pour justement essayer de rétablir un certain nombre de faits. On pourra peut-être d'ailleurs envisager de faire une émission avec vous, Serge Klarsfeld, pour raconter tout votre extraordinaire parcours. J'aimerais que vous nous rappeliez les chiffres simplement. Combien de personnes sont arrêtées au moment de ces opérations, de cette rafle du Veldiv ? 13 152 personnes sont arrêtées, 8 160 parents avec enfants, c'est-à-dire il y a 1129 hommes. Et il y a 2916 femmes et il y a 4115 enfants. Le nombre d'hommes est inférieur parce que déjà beaucoup d'hommes juifs ont été arrêtés en 1941 et internés à Drancy et dans les camps du Loiret. Mais ils sont déjà 5000 d'entre eux ont été déportés. Et puis les couples sans enfants et célibataires, c'est près de 5000, 4992. Il y a 1989 hommes et 3000 femmes. Donc au total, on peut dire, il y avait 3000 hommes, 6000 femmes et 4000 enfants. Nous parlions juste avant la publicité du rôle de la police française. Il y a eu un tournant du point de vue de la reconnaissance par l'État français d'une responsabilité. Ce tournant, c'est 1995, le discours du président Jacques Chirac.
Tout à fait, c'est une rupture totale avec tous les présidents qui l'ont précédé, et en particulier avec le général de Gaulle et Mitterrand, qui ont maintenu le mythe de la France unique, la France résistante, etc. Il y a eu la France résistante, mais il y avait l'autre France. Il ne faut pas oublier aussi que ceux qui ont fait déporter les enfants, ce sont un président du Conseil de la Troisième République, expérimenté, 3 fois président, Premier ministre, et puis l'homme le plus glorieux de France, en l'occurrence Pierre Laval, et l'homme le plus glorieux de France, maréchal de France, le maréchal Pétain, le héros de Verdun. Le héros de Verdun. Alors, le 22 juillet dernier, le président Hollande a fait lui aussi un discours sur la question, et lui aussi a été extrêmement clair. La vérité, elle est dure, elle est cruelle. C'est que pas un soldat allemand, pas un seul, ne fut mobilisé pour l'ensemble de cette opération. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Le grand mérite du président Jacques Chirac est d'avoir reconnu ici même, le 16 juillet 1995, cette vérité. La France, disait-il, à ce moment-là, la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France accomplissait l'irréparable. Mais la vérité, c'est aussi que le crime du Veldiv fut commis contre la France, contre ses valeurs, contre ses principes, contre son idéal. Alors nous avons au téléphone Alain Michel qui a contesté un certain nombre des idées qui ont été développées par le président de la République dans ce discours. Bonjour Alain Michel. Bonjour. Parmi les phrases de François Hollande qui vous ont paru nécessiter une mise au point, il y a celle-ci, je la lis. Une directive claire avait été donnée par l'administration de Vichy. Les enfants ne doivent pas partir dans les mêmes convois que les parents. Et vous dites qu'en fait, ce n'est pas une décision de Vichy, ce serait une décision des Allemands. Tout à fait, mais le grand problème, c'est que on nage en pleine confusion. J'ai entendu tout à l'heure avec attention ce qu'a dit Serge Klarsfeld, que je connais et que j'admire beaucoup, mais qui en même temps fait en permanence un mélange entre ce qui se passe en zone sud, ce qui se passe en zone nord, entre les responsabilités des uns et des autres. Erreurs qui sont ensuite reprises, bien sûr, par les hommes politiques, que ce soit Jacques Chirac en 1995 ou donc à présent François Hollande. Pour prendre juste un tout petit exemple, Serge Klarsfeld a dit tout à l'heure que le 16 juin, Bousquet avait accepté de faire livrer 10 000 juifs de la zone sud. Or, lui-même écrit, je viens de le vérifier pendant que j'écoutais, lui-même écrit dans ses livres que c'est la version allemande et que c'est pas du tout la version qui est affirmée du côté français. Et d'ailleurs, le même jour, Dannecker écrit dans un autre rapport que Bousquet n'est pas prêt encore du tout sur la question de la déportation des juifs, l'arrestation des juifs. Donc, je crois qu'il faut essayer de remettre les choses, les montres à l'heure. En ce qui concerne, et pour le moment je parle uniquement de la zone nord, donc puisque c'est votre sujet, la rafle du Veldiv, les décisions étaient des décisions allemandes, appliquées certes par la police française comme elle l'avait déjà fait en 1941, mais la décision d'arrêter les juifs est une décision allemande, et la décision de déporter les enfants est une décision allemande qui est d'ailleurs prise dès le 10 juillet, donc une semaine avant la rafle, parce que les Allemands sont en train de se douter qu'ils n'auront pas assez de matériel humain, entre guillemets, et donc pour faire du chiffre, ils vont être obligés d'inclure les enfants. Alors encore une fois, ça ne dédouane pas Vichy qui a aussi ses propres responsabilités, mais en l'occurrence, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de Vichy. Et pour ce qui est, je vais donner la parole à Serge Klarsfeld évidemment à l'instant, ce que vous contestez aussi, c'est le rôle que l'on voudrait faire jouer à la résistance dans cette affaire.
Oui, parce que malheureusement, la résistance en tant qu'organisme, comme la France libre en tant qu'organisme, n'a rien fait et n'a rien dit pour sauver les Juifs. De Gaulle n'a jamais donné une seule directive pour faire en sorte que la résistance intervienne et se donne comme priorité de sauver les Juifs, et d'abord en premier lieu les Juifs étrangers qui, comme l'a dit Serge Klarsfeld, étaient au premier rang du danger. J'ai un témoignage par exemple extrêmement intéressant d'un résistant qui, voyant ce qui se passe le jour de la rafle, il est à Paris, il se précipite vers son chef de réseau et lui dit mais il faut faire absolument quelque chose, et son chef de réseau qui lui dit ah oui, les Juifs c'est bien triste, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas nos objectifs et on peut rien faire pour eux. Donc la résistance n'a pas sauvé un seul Juif, ce qui ne veut pas dire que moralement la résistance n'était pas quelque chose de très important, mais Bien si sûr. je considère la question qui est l'application de la solution finale en France, paradoxalement, le régime de Vichy, tout en livrant une partie des Juifs, a également sauvé une partie des Juifs, en tout cas beaucoup plus que De Gaulle lui-même. Je pense qu'on a bien compris le type de modération que vous voulez donner, Alain Michel. Merci, vous étiez au téléphone depuis Israël. J'envoie la publicité car je n'ai pas le choix, il faut le faire maintenant, et je donne la parole tout de suite à Serge Klarsfeld. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous nous intéressons cet après-midi sur Europe 1 à la rafle du Veldiv, toujours en compagnie de votre invité Franck, monsieur Serge Klarsfeld. Alors, Alain Michel, que nous avions au téléphone, vous a un peu mis en cause, Serge Klarsfeld, très poliment du reste, mais en disant que sur notamment le rôle précis d'Alain Bousquet, De René Bousquet. de René Bousquet, on pouvait revenir, on pouvait être plus... Écoutez, les Allemands font des rapports extrêmement précis, parce que ces rapports doivent servir à l'action. Alors, les rapports sont toujours justes. Je peux citer, mais c'est pas la peine. Il y a eu un accord sur le 16 juin sur ces 10 000. Laval n'était pas au courant de cet accord. Il a été mis au courant le 27 juin et il a entériné cet accord. Ce que je veux dire, c'est que cette rafle, c'est quelque chose d'exorbitant. Les Allemands demandent d'arrêter 40% de Juifs français. Or, il n'y a aucune loi pour arrêter les Juifs français. Il y a une loi pour arrêter les Juifs étrangers, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais pas pour arrêter les Juifs français. Donc, Vichy ne veut pas arrêter les Juifs français sans loi. Ça devient un problème politique. Et Leguet, qui est le préfet délégué par Bousquet en zone occupée et qui a pouvoir sur tous les préfets pour les opérations de police à mener avec les Allemands, eh bien, Leguet dit « ça me dépasse, c'est au niveau Bousquet, au niveau Laval, au niveau Pétain ». Et alors, la rafle du Veldiv, qui donne l'ordre? C'est bien entendu les Allemands. C'est les Allemands qui veulent déporter les Juifs. On ne dit pas que Vichy a pris l'initiative de déporter les Juifs. Personne ne le dit. On dit Vichy a été complice actif des Allemands dans la mesure où il arrêtait les Juifs que les Allemands voulaient déporter et assassiner. Mais alors, voilà, qui est clair. Voilà. Donc c'est un problème politique. Le problème politique ayant été réglé par Laval, Bousquet et Pétain, c'est un régime autoritaire. Les ministres n'ont même pas pris part à la décision. Laval leur a dit « Je ne vous demande pas de décision, je vous informe ». Eh bien, le préfet de police a reçu de Bousquet, le 15 juillet, la lettre suivante, je cite simplement un extrait. « Monsieur le commissaire général aux questions juives, ayant donné son accord à l'exécution de cette opération par les services de police français, je vous prie de bien vouloir prendre toute disposition utile à cet effet dans les conditions définies au cours des conférences auxquelles vous avez été appelé à participer. » Si Bousquet n'avait pas écrit cette lettre, le préfet de police n'aurait pas obéi aux Allemands. Et donc la rafle n'aurait pas eu lieu. Mais le problème politique a été réglé au niveau Laval. Laval ne voulait pas de crise avec les Allemands. Il leur a donné le même nombre de têtes, sauf que en principe ces têtes étaient des têtes étrangères et en réalité 4 000 des 13 000 déportés étaient ou 3 500 à peu près étaient des enfants français. Merci beaucoup, Serge Klarsfeld. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un 3 pièces au 3e étage, à Neuilly, rue Perronnet. C'est là que vit la petite Annie, 4 ans et demi, avec sa mère et son frère. Son père a fait la campagne de France dans la Légion étrangère et après l'armistice, il s'est embarqué pour l'Afrique du Nord et la petite famille à ce moment-là est sans nouvelles de lui. Dans le quartier, on l'appelait Monsieur Maurice, ce père, et donc sa femme était Madame Maurice. Ce n'était évidemment pas leur vrai nom. Le père d'Annie s'appelle Movja Grachfer, il est juif biélorusse de Baranović, en Biélorussie. Sa mère s'appelle Shana Litvin, elle est polonaise et elle a dû fuir les pogroms. Movja et Shana, réfugiés en France, se sont mariés en 1924. Ils sont marchands de fruits et légumes sur le marché de Neuilly. Donc revenons à notre 3 pièces de la rue Perronnet. Madame Maurice, appelons-la ainsi, a continué de tenir l'étal de fruits et légumes après le départ de son mari pour la guerre. Son fils Charles, 15 ans en 1940, l'a aidé jusqu'à l'organisation jusqu'à ce qu'on a appelé l'arianisation, c'est-à-dire l'interdiction pour les Juifs d'exercer un certain nombre de professions. Elle a été obligée de renoncer. Charles, à ce moment-là, a trouvé un petit poste de mécano dans un garage. Il faut survivre dans cette petite famille. Le funeste 16 juillet 1942, au petit matin, Annie, sa mère et son grand frère sont réveillés par des bruits dans l'escalier. On tambourine à la porte du 3 pièces. Annie est terrorisée. 2 agents de police parlent déjà à sa mère. Il faut les suivre. Ils ont une liste sur laquelle figurent les noms de Shana et d'Annie, pas celui de Charles. Pour une raison mystérieuse, le grand frère n'a pas été inscrit sur cette liste. Seulement l'adolescent, il a maintenant 17 ans, Charles ne veut pas laisser partir seul sa mère et sa petite sœur. « Laissez-moi au moins leur porter leur baluchon », propose-t-il aux agents. Et on va donc les conduire en famille tous les 3 jusqu'au commissariat de Neuilly. Il est déjà plein de familles juives, ce commissariat. Annie ouvre de grands yeux du haut de ses 4 ans et demi. Elle comprend que quelque chose de très grave est en train de se passer. Au commissariat, il se confirme que Charles ne figurait pas sur la liste, mais puisqu'il est venu, le commissaire n'entend pas le laisser repartir. « Tu restes avec ta mère et ta sœur, lui dit-il. On va vous emmener au camp, tu t'expliqueras là-bas. » Alors ils attendent. 1 heure, 1 heure et demie, quand on est petit et quand on a peur, ça paraît interminable. Enfin, avec les autres personnes arrêtées, on les entasse dans un bus qui finit par démarrer pour une direction inconnue. Le bus est rentré dans Paris. À bord, la tension devient palpable. Et la petite fille, la petite Annie, ne peut pas retenir ses larmes. Son grand frère essaie de la consoler. « Pleure pas, on va se promener à la campagne. » Évidemment, la destination, c'est le Vélodrome d'hiver rue Nélaton dans le 15e arrondissement, cette sorte de palais omnisport belle époque rénové au début des années 30 et qui sera détruit en 1959. Ce Veldiv, Annie a beau n'avoir que 4 ans et demi, elle ne l'oubliera jamais. 5 jours plus tard, le 21 juillet, Shana Grachfer, son fils Charles et sa fille Annie sont enregistrés au camp de Pithiviers. On remplit des fiches à leur nom. Et sur celle de la petite Annie, une enfant, qui encore une fois à l'âge de l'école maternelle, disons. Et bien sur sa fiche, on peut lire à la ligne profession la mention 100 et à la ligne situation de famille célibataire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand qui s'intéresse cet après-midi sur Europe 1 à la rafle du Veldiv. Je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vous ai raconté le début de l'histoire de cette petite Annie qui a 4 ans et demi au moment de la rafle du Veldiv. Eh bien Annie, figurez-vous qu'elle est au téléphone avec nous. Bonjour Annie. Bonjour aux invités, bonjour à tout le monde et aux auditeurs. Alors vous avez, survécu à cette affaire. Si vous voulez, je vous propose de reprendre les choses dans l'ordre. Je disais tout à l'heure que lorsque vous êtes arrivé avec votre mère et votre frère dans ce bus, quand vous êtes arrivé au Veldiv, vous étiez en train de pleurer, vous étiez très impressionné. Vous avez conservé le souvenir du Vélodrome d'hiver ? Oui, pas grand-chose, parce que vous savez, la mémoire d'un enfant de 4 ans est très très sélective, évidemment. Mais on a quand même une mémoire. Et surtout de choses qui ont vraiment marqué. Donc, si vous voulez du Veldiv, il me reste déjà l'odeur. Mmh. Il me reste la vision de détritus sur le parquet, enfin sur le sol. Et il me reste quelque chose de terrible. Les gens étaient assis sur les gradins. Évidemment, avec les jours qui passaient, on était de plus en plus fatigués. Et ce dont je me souviens, vous savez, les gens essayaient de s'endormir et se réveillaient brutalement en relevant la tête, en penchant la tête. Et ce qui m'est resté, qui me reste encore, c'est que
quand par exemple je suis dans le métro et que je vois quelqu'un s'endormir en penchant la tête, j'ai un flash, j'ai un coup au cœur, parce que le Veldiv me revient. Oui, c'est l'image que vous gardez qui vous a marqué. C'est l'image. Alors j'ai dit que vous avez été ensuite conduit à Pithiviers et de Pithiviers à Drancy ensuite. Voilà, alors de Pithiviers le 21 juillet jusqu'au 22 août et ensuite à Drancy. Et là, à Drancy, vous avez également des souvenirs. C'était toujours des conditions extraordinairement précaires, bien entendu. C'était horrible. J'ai d'abord Pithiviers, si vous voulez. J'ai un flash sur Pithiviers. Oui. Nous étions dans un hangar sur lequel il y avait de la paille et sur lequel nous dormions. Un hangar assez grand parce que je crois que Pithiviers était tellement plein. Enfin, je parle sous le contrôle de Monsieur Klarsfeld, qu'on avait aménagé entre guillemets un hangar dans lequel nous dormions. Et je me souviens qu'un matin, j'étais prostrée contre ma mère. Je me suis réveillée contre elle. Elle était dans un coin. Et nous regardions d'autres mères se battre. Et j'ai su par la suite que c'était pour un crouton de pain. Eh oui, on se battait pour la nourriture. Oui, pour un crouton de pain. Et ma mère n'avait pas voulu se mêler à la bataille, si j'ose dire. Et elle était dans son coin, elle me serrait dans les bras et elle attendait que ça se passe. Et dans le beau livre d'Alain Vincenot, dont nous allons parler tout à l'heure, et où se trouve votre témoignage, vous racontez que vous avez rencontré un petit garçon à Drancy. Terrible. J'ai rencontré un petit garçon. Vous savez, nous dormions sur des chalets. Eh oui. Et ce petit garçon, je le connaissais parce que c'était l'enfant d'une cliente de ma mère. Celle-ci faisait les marchés. Je pense que c'est indiqué dans le livre de Monsieur Vincenot. Ma mère faisait les marchés et à Drancy, nous avons rencontré une de ses clientes avec son petit garçon. Et comme nous étions près d'être libérés, alors ça c'était encore autre chose, peut-être dont nous parlerons. Maman me dit, viens, on va aller dire au revoir au petit Georges, qui était dans un autre bloc. Et arrivant devant le petit Georges, je l'ai embrassé, je me souviens très bien, et ce petit garçon m'a tendu sa poupée, comme pour me dire, sauve-la. Et j'ai donc pris la poupée. Et vous l'a confiée, en quelque sorte. Il me l'a tendue. Oui. Il me l'a tendu parce que quelques heures après, nous étions libérés, ma mère et moi. Alors pourquoi ? Il faut que vous nous expliquiez pourquoi. Pourquoi nous avons été libérés ? Oui. Eh bien, écoutez, j'ai deux versions. J'en ai deux versions, mais véridiques. Oui, bien sûr. J'ai eu la diphtérie. Oui. Et sous le contrôle de Monsieur Klarsfeld encore, je crois que il fut un temps là-bas où ils ont eu un petit éclair de bonté, ou plutôt d'hygiène, et ils ont libéré certains enfants malades. Oui, ils ne voulaient pas s'embarrasser des enfants malades, disons. Voilà, je crois que c'est ça. Je pense que M. Klarsfeld est d'accord avec moi. Donc, on nous a libérés déjà pour cette chose-là, parce que j'avais la diphtérie, j'avais des poux, bref. Et j'ai une autre version qui m'intrigue beaucoup, c'est que mon père s'était engagé dans la Légion étrangère en 1939, et, n'ayant plus de nouvelles, il a été considéré comme porté disparu, et ma mère considérée comme veuve de guerre. Et il paraîtrait, je parle toujours au conditionnel, parce que je ne sais pas. Serge Klarsfeld a l'air d'approuver, en tout cas. Voilà, alors il paraîtrait qu'il fut un temps, dans cette période horrible, où on a libéré les veuves de guerre. Et je peux dire à M. Klarsfeld et à tout le monde que j'ai sous les yeux mon certificat de sortie de Drancy du 14 septembre 1942, signé par le triste commandant Thibaudat. En bas, il y a marqué « a été libéré ce jour du camp de Drancy avec sa fille, Madame Greifer, qui est veuve de guerre. » Et voilà. Alors que ce n'était pas vrai, on a récupéré mon père après la guerre. Voilà. Ce qui irait dans le sens de ce que vous dites. Votre frère, malheureusement, lui, sera déporté, emmené dans plusieurs camps, dans Auschwitz, et il est mort à Brunwald, en fait. Voilà. C'est-à-dire que quand on a été libérés, ils ont gardé mon frère, qui a donc été à Auschwitz, sélectionné à Cosel. Auschwitz, camp de Bléchamer, c'était un camp de travail pour juifs, un commando, excusez-moi, un commando, un autre camp encore, puis Buchenwald,
où il a attrapé le typhus, où il était épuisé, après 3 ans évidemment de travaux forcés. Et il est mort à l'infirmerie du camp de Buchenwald, à l'hôpital de Gotha, soigné par les Américains, je crois, mais trop tard. Merci beaucoup pour votre témoignage, Annie Grachefer-Lévy. Alors évidemment, votre histoire ne s'arrête pas là. On va dire ce que vous êtes devenu, vous, ensuite, pendant l'occupation. Si vous voulez bien, je vais confier à Alain Vincenot le soin de le faire. Et je vous remercie très chaleureusement d'avoir témoigné et de nous avoir rappelé vos souvenirs de petite fille sur cette rafle du Veldiv. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre nouvel invité sur Europe 1, Alain Vincenot, journaliste, auteur de plusieurs livres sur l'occupation et la Shoah, dont notamment Veldiv, 16 juillet 1942, aux éditions L'Archipel. Franck. Bonjour Alain Vincenot. Merci d'être des nôtres. C'est magnifique ce que vous avez fait, ce recueil de témoignages de survivants de la rafle du Veldiv. Et parmi ces survivants, bien sûr, Annie Grachefer-Lévy que nous venons d'avoir au téléphone. Alors, dites-nous en quelques mots comment ça s'est passé pour elle ensuite. Elle a été placée dans une famille. Oui, elle a été placée dans une famille à Milly-la-Forêt, la famille Friand. Milly-la-Forêt en région parisienne, oui. Et là, cette famille l'a protégée. Et les 2 fils de cette famille étaient d'ailleurs des résistants. Et un jour, la petite Annie a entendu une scène assez terrifiante. Les Allemands étaient venus chercher les 2 fils résistants, soupçonner les parents de les cacher. Ils ont plaqué les parents contre un mur et ont simulé une exécution. Et là, la petite fille a crié. Les Allemands ont demandé ce qui se passait parce que la petite fille était à l'intérieur de la maison. Les parents ont répondu que la petite fille était avec sa grand-mère et qu'elle avait peur du noir. Ça a impressionné, semble-t-il, les Allemands qui sont repartis. Et les 2 fils friands étaient dans le grenier. Oui, ce sont des moments, disons qu'elle a connu des moments de très grande peur à répétition. Alors... Et la petite poupée qui lui avait été offerte a disparu. Elle a été perdue, volée. Par la Gestapo, semble-t-il. Par la Gestapo, oui, semble-t-il, ou par des voisins indélicats. Et ça a tellement touché la petite Annie que à la Libération, il y avait eu un spectacle donné aux enfants rescapés. Et à la fin de ce spectacle, on leur a offert un cadeau. Annie, on lui a offert une poupée. Eh bien, elle a jeté cette poupée. Dès qu'on la lui a offerte, elle ne pouvait pas la toucher. Plus de poupée. Parmi les cas que vous racontez, ce sont évidemment tous des cas d'enfants par définition, puisque vous prenez les témoignages de survivants. Donc c'était il y a 70 ans. Vous nous racontez le cas de Rachel, par exemple. Rachel qui a été dénoncée par la concierge de son immeuble. Alors, quand je dis elle, en l'occurrence avec sa mère, elle avait 8 ans, Rachel, et Louise, sa sœur, en avait 13. Et elles sont emmenées à la Bellevilloise, qui est une salle de spectacle rue Boyer. Dans le 21, ouais. Et à ce moment-là, la maman fait tout pour essayer de faire en sorte que ces petites filles s'échappent. Et elle leur donne l'ordre de s'échapper. Elle leur donne l'ordre de s'échapper. Ça doit être terrible, ça, pour une maman, évidemment. Absolument, car elle a repéré dans le fond de la salle une issue de secours. Mais les 2 fillettes refusent de se séparer de leur mère. Elles pleurent, elles s'accrochent à ses vêtements. Et pour couper court, pour vraiment chasser ces 2 filles, enfin les sauver, elle donne une gifle à la petite Rachel. Vous vous rendez compte, le geste qui sauve sa fille est une paire de gifles. Les 2 fillettes sont sorties. À l'extérieur, il y avait 2 policiers en faction. Quand ils ont vu les 2 fillettes s'évader, ils ont tourné la tête plus loin. Oui, ils ont regardé de l'autre côté. Il faut dire ça aussi, ça fait partie... j'espère que nos auditeurs sont bien conscients que nous traitons aujourd'hui un sujet extraordinairement sensible. Je reçois pas mal de messages de toutes sortes, de gens qui s'enflamment un peu d'un côté ou d'un autre. Ce sont des sujets d'abord terribles sur un plan humain et qui sont par ailleurs politiquement extrêmement subtils et nuancés. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, si je puis dire. Parmi les forces de l'ordre et parmi les policiers, il y a des gens qui ont fait le travail sans y mettre de zèle, disons-le. Oui, certainement. Certains ont fait vraiment preuve d'humanité.
ont obéi à leur conscience, comme ces 2 policiers devant l'issue de secours de la Bellevilloise qui ont tourné la tête. Ou comme d'autres cas que je cite dans le livre, mais c'était des cas assez minoritaires quand même. Il y avait 72 000 enfants juifs en France au moment de la déclaration de la guerre. Et il y en a 12 000 qui ont été envoyés à la mort, ce qui est évidemment absolument énorme, mais en même temps, 12 000 sur 72 000. 12 000, ça veut dire que 60 000 ont été sauvés. Et ils ont été sauvés par des Français, par des justes qui ont répondu à leur conscience et qui n'acceptaient pas le gouvernement, enfin, cette politique antisémite du gouvernement de Vichy, même si certains pouvaient être par ailleurs maréchalistes. Bien sûr, oui. Oui. Vous voyez à quel point tout ça est subtil. Vous parlez du cas, alors, parce qu'il y a ces enfants que je trouve incroyables, ces enfants qui ont des attitudes héroïques, littéralement, et qui tout petits déjà se comportent comme le ferait ce qu'on appelle des héros de guerre. Je pense à Léon Feldman, qui a été convaincu par sa mère qu'il devait tout faire pour se sauver. Oui. Alors, il va tout faire, hein. Il va tout faire. Ils ont été conduits donc au Veldiv et sa mère est déterminée à ce qu'il parte. Elle essaie de convaincre, lui il refuse de partir. Il ne veut pas laisser sa mère seule dans cet endroit absolument épouvantable. Et à force de discussion, il finit par céder. Et là, au moment où ils sortent du Veldiv pour être conduits dans un autre camp, entre 2 haies de policiers, de gardiens de garde plutôt, eh bien, ils foncent entre 2 gardes, leur donnent des coups de poing, les bousculent et se sauvent dans les rues du 15e arrondissement. Tous ces témoins que vous avez rencontrés conservent évidemment, j'imagine, une mémoire très vive, un souvenir à vif de ces événements, de ces arrestations et de tout ce qui a suivi, bien entendu, parce qu'il n'y a pas que l'arrestation. Oui, il y a une image que j'utilise souvent, c'est celle d'une armoire qui s'est fermée. Ces enfants, ce qu'ils ont vécu ensuite, il y a eu la fin de la guerre, la vie a repris, il y avait des habitudes du quotidien, il y avait des impératifs du quotidien plutôt, et puis c'est comme il a fallu se reconstruire, bâtir une famille, et une armoire s'est refermée. Et quand on revient sur cette période, quand on discute avec eux, c'est comme si l'armoire s'ouvrait avec intact les souvenirs qui y étaient. Merci infiniment Alain Vincenot. Veldiv, 16 juillet 1942, c'est édité aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup Serge Klarsfeld de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette émission. Et puis Alain Michel a publié également aux éditions CLD en mars dernier Vichy et la Shoah, enquête sur le paradoxe français. Parmi les nombreux messages que vous nous avez envoyés, j'aimerais lire celui de Roland qui nous dit « Fils d'un brigadier de police parisienne, je me souviens très bien que dans les années 1950, le Noël des enfants de la police parisienne avait lieu au Veldiv. Comme on peut, dit-il, avoir la mémoire courte, eh bien nous essayons ici chaque jour et à notre manière de rendre la mémoire un peu plus longue.